Alors aujourd'hui, c'est la journée de la Terre, donc on parle bien sûr d'écologie. J'aime bien moi remonter toujours à l'origine des choses parce que je trouve que des fois, avec le temps, on perd le sens des choses ou la compréhension, ça se modifie et tout ça. Et écologie, ça veut dire connaître la maison. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué, hein. Éco, ça veut dire la maison en grec, et logos, la connaissance, la compréhension. Donc si on connaît notre maison, on est écologique. Et puis on pourrait remonter aussi à avant les problèmes écologiques. Pour comprendre nos problèmes, c'est bien de remonter avant, parce que du coup, par différence, on peut voir qu'est-ce que c'est le problème. Et pour ça, c'est très simple, on peut imaginer comment c'était avant, comment on vivait. Donc on n'est pas obligé de remonter très loin, on peut remonter à il y a 200 ans, ici, il y a 200 ans, comment on vivait. Ou bien on voyage et on va dans des pays où il n'y a encore pas trop de plastique et de choses comme ça. Comment les gens vivent. Donc regardez un aborigène d'Australie, d'avant, regardez le marché. Hein, regardez le marché dans la nature, comment il est, comment il se sent, comment il regarde, il voit le ciel, il voit les dunes, il voit les arbres, il voit les montagnes, il voit les roches, il voit un kangourou. Comment il est à l'intérieur? Est-ce qu'il dit « Oh, il faut que je prenne mon iPhone, je vais l'envoyer sur Snapchat et puis je vais le partager sur Facebook, puis je me prends avec pour montrer que j'ai vu un kangourou ?» Dans quelle attitude il est? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il sent? De quoi il a envie? Comment il pense le temps? Hein? Comment il se situe dans le temps? Est-ce qu'il sait en quelle année on est? Qui est le président des États-Unis? Est-ce que les élections ont lieu bientôt? Est-ce qu'il vit avec tout ce temps-là ou est-ce qu'il vit dans un autre temps? Donc, dans votre pensée, là, imaginez quelqu'un comme ça et regardez comment il vit, comment il sent, comment il pense et son environnement. Et vous verrez que c'est très très différent de la façon dont nous on est. On peut aller se promener en forêt, on peut aller faire une randonnée. Probablement qu'on n'a pas la même attitude, on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même relation, on ne regarde pas les choses de la même façon. Vous allez dans des lieux naturels magnifiques qui sont aménagés, on fait des passerelles, on fait des stationnements, il y a des centres d'interprétation de la nature, il y a des pamphlets, il y a des sites internet, il y a des guides qui expliquent. Regardez les foules de gens qui défilent dans ces endroits-là, par exemple au Grand Canyon, aux chutes du Niagara. Hein, c'est des lieux naturels. Regardez le rapport qu'on a aujourd'hui, nous, avec la nature, comment on se comporte. Est-ce qu'on a besoin de gens qui nous expliquent? Est-ce qu'on a besoin de pamphlets? Est-ce qu'on a besoin de dépliants, de sites internet, de cours, de compréhension? Est-ce qu'on a besoin de scientifiques pour comprendre la forêt amazonienne? Parce que nous, on pense qu'il faut des scientifiques, il faut des commissions internationales d'experts. Hein, on veut qu'il y ait des experts qui viennent nous parler de la forêt. Est-ce que vous pensez que les hommes, les femmes, les enfants qui vivent dans l'Amazonie depuis des milliers d'années, ils ont besoin que des scientifiques viennent leur expliquer des choses pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? Je pense pas. Les aborigènes d'Australie, ils ont habité là pendant au moins 30, 40, 50 000 ans. Ils ont causé aucun désastre écologique. Ils n'ont pas eu besoin d'experts pour leur prendre des mesures. Et puis, ils n'ont pas eu besoin que des zoologistes ou implantent des puces dans les animaux pour les suivre avec le satellite pour déterminer leur cycle migratoire. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Pourquoi on doit faire ça, nous? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un monde qui vienne avec nous pour regarder et observer la nature? Si vous regardez la façon dont on apprend, dont on éduque les enfants, les jeunes, dont on les sensibilise à la nature, vous voyez qu'il y a tout cet aspect scientifique, d'études, de contrôle, de gouvernement, de réglementation, de projection de futur, d'organisation de la nature. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que les forêts sont gérées, parce qu'elles ne sont pas capables de se gérer toutes seules, les pauvres. Alors maintenant, elles sont gérées, parce que si on ne les gère pas, ben on les coupe, toutes, on brûle tout, donc il faut les gérer. Ça veut dire qu'on doit protéger la nature de nous-mêmes. Pourtant, ça fait des millions d'années qu'on est ici, puis on n'a pas détruit notre environnement. Donc il y a quelque chose qui fait que ça s'est modifié. Donc le regard essénien qui est porté sur la nature, il se résume à la connaissance de la maison. L'écologie, la connaissance de la maison, c'est un très bon mot.
La nature, c'est notre maison. Donc je vais vous parler un petit peu de ça, de qu'est-ce que c'est cette maison, parce qu'il y a un lien très 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 intime qui relie l'extérieur à l'intérieur. Si vous regardez cet homme, cette femme qui marche aborigène en Australie, ici, cet agriculteur qui marche sur ses champs et qui vit uniquement avec les produits et les cycles naturels, il a un lien très très intime, très fort avec la nature. C'est pour ça que les Européens, quand ils sont arrivés ici en Amérique du Nord, on a écrit des paroles de sages amérindiens qui disaient mais la forêt, les oiseaux, on est ensemble, on est un avec la terre. Ils comprenaient pas comment on découpait un morceau de terre et puis on disait ça c'est à moi puis ça c'est à toi. Pour eux c'était comme incompréhensible. On a des paroles qu'on a écrites comme ça. C'est pas des grands philosophes, hein, c'était des hommes simples qui vivaient dans la nature, au contact, qui chassaient, qui cueillaient, puis qui s'occupaient de leur famille. Comment ça se fait que ces hommes et ces femmes étaient capables de dire des choses qui nous paraissent aussi belles aujourd'hui? C'est tellement beau qu'on les met sur des calendriers. Hein, on met une belle photo de la nature, puis on met une citation amérindienne d'un chef amérindien. Ça veut pas dire que c'était des très grands sages, ça veut dire que ils étaient normaux et que nous, on est anormal. On s'est comme tellement décalé que c'est pas lui qui était très sage, c'est nous qui sommes devenus très bêtes. C'est ce que je pense. Et si vous regardez, ils vont toujours vous parler d'un lien naturel entre la nature et l'homme. Pour eux, ce ne sont pas des choses séparées, différentes. Toutes les créatures vivantes qui sont interconnectées en un grand écosystème, c'est à la fois notre propre organisme. Un cercle, c'est aussi votre corps, votre peau. Hein, s'il y a une petite coccinelle, surtout les japonaises en ce moment, elle part d'un côté, elle fait le tour, elle revient au même endroit de l'autre côté. Donc ça veut dire que ce cercle, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton environnement, ta famille, tes pensées, tout ça. Tout ça, c'est le cercle de ta vie. Alors, dans ton cercle, tu as deux choses principales, c'est que tu as un espace, hein, tu es dans un espace, je vais faire une ligne verticale comme ça, et puis tu évolues dans le temps. Tu as un temps de vie. Donc vous voyez, on retrouve des symboles très très anciens, classiques, les roues médecines des Amérindiens. On retrouve la base de la cité interdite de l'empereur chinois à Pékin. Elle est construite sur ce schéma-là. Les pyramides d'Égypte, les grandes constructions des Mayas, hein, les cités au Mexique et tout ça. C'est toujours bâti sur ce même schéma parce que ce que tu fais à l'extérieur, ça correspond, quand tu fais ça, ça correspond vraiment à toi à l'intérieur aussi. Alors par exemple ici, qu'est-ce que tu as? Tu vas avoir, mettons qu'on est tout nu dans la forêt, on n'a rien, on n'a pas d'objet, il n'y a pas de vêtements, pas de maison et tout ça. On vit dans des petites huttes en branches, puis on chasse et on pêche. Qu'est-ce qu'on a de plus essentiel dont on a besoin pour vivre? On a besoin de 4 choses. On a besoin de feu, on a besoin d'air, bien sûr, on a besoin d'eau, puis bien sûr, ça va mieux avec de la terre sous nos pieds. Donc les 4 éléments, vous les retrouvez aussi dans plein de cultures de tradition, c'est le fondement de la nature. Si on ramène la nature à 4 choses les plus essentielles, ce sont ces 4 éléments-là. Alors, dans la nature, on a aussi 4 choses, comme on appelle des règnes, c'est-à-dire des aspects, des manifestations de la vie. Alors ici, on a les humains, on a les animaux. Si vous regardez la Terre, c'est comme des choses importantes. La vie sous forme végétale et la vie sous forme minérale. Alors, souvent en écologie, on va vous parler du monde animal, du monde végétal, mais pas du monde minéral. Pour nous, les Esséniens, les pierres sont vivantes, la Terre est vivante. Le fait qu'il y ait plein de minéraux différents, plein de géométries minérales différentes, plein de molécules minérales différentes, c'est une manifestation de la vie. Alors, le handicap des minéraux, c'est que leurs cycles de vie sont extrêmement lents par rapport à nous. Nous, les humains et les animaux, on a des cycles de vie très courts. Hein, on vit, les chiens vivent 10 ans, les humains vivent 80 ans. Okay, donc on a des cycles de vie qui sont de certaines années. Les plantes, elles ont d'autres cycles de vie. Par exemple, quand vous voyez une plante filmée en accéléré, vous voyez qu'elle bouge. Mais elle bouge tellement lentement que nous, on la voit pas avec nos sens. Pourtant, elle bouge, hein, d'une journée à l'autre, beaucoup, beaucoup. Vous les voyez même, elles se déplacent. Il y a des plantes qui se déplacent. Les mangroves, par exemple, elles se déplacent. Et si vous la filmez sur plusieurs années, vous voyez carrément ces racines qui avancent et elles se déplacent carrément.
Et puis les minéraux, voilà, c'est leur handicap, c'est qu'eux, ils ont des cycles de vie qui durent des millions d'années. Donc nous, on a l'impression qu'ils bougent pas. Un petit peu comme, il y a des bactéries, par exemple, qui vivent quelques minutes. Elles vivent quelques minutes, elles se reproduisent et elles meurent. Donc si une bactérie voit un homme, pour elle, l'humain, c'est comme une masse inerte. Elle n'a pas du tout conscience que l'humain bouge, se déplace, parce que elle vit juste quelques minutes, donc elle n'a pas le temps de s'en rendre compte. Nous, c'est pareil, on meurt, donc on n'a pas le temps de voir que les montagnes ont bougé, que la vallée s'est affaissée, que les choses se sont déplacées. On le sait en géologie, bien sûr, puisqu'on sait qu'il y a des océans qui étaient là, avec des fossiles et tout ça dans les rochers. Donc les minéraux, c'est des êtres qui se déplacent très 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 lentement. Ils ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Mais pour nous, c'est une manifestation de la vie quand même. Alors, à l'intérieur de toi, tu as aussi des choses qui sont des manifestations et des expressions de la vie, qui sont plus à l'intérieur de toi, mais qui font partie de ta maison. Vous vous souvenez, l'écologie, c'est la connaissance de la maison. Donc la maison à l'extérieur, c'est les forêts, les animaux, les étoiles, le soleil, tout ça, c'est à l'extérieur de toi. Mais dans ta maison à toi, il y a aussi des choses qui se passent. Il y a plein de choses qui bougent, plein de choses qui grandissent, qui meurent, qui apparaissent, qui disparaissent, des cycles qui reviennent. Vous avez peut-être déjà vécu ça, un truc qui revient, ça faisait quelques années que ça ne s'était pas reproduit, ça revient dans ta vie. Ce sont des cycles. À l'intérieur de toi, par exemple, tu as des pensées. Les pensées, c'est toute une manifestation de la vie à l'intérieur de toi. C'est comme un monde. C'est un monde, les pensées. Tu peux avoir toutes sortes de pensées, tu peux voyager dans tes pensées, on peut t'implanter une pensée, on peut t'enlever une pensée, ça se communique beaucoup. Tu as aussi tout un monde de sentiments. Les sentiments, c'est une manifestation de la vie à l'intérieur de toi. Tu as aussi des désirs, plus ou moins. Et bien sûr, tu fais des choses, tu poses des actes, tu agis. Donc dans la vision essénienne, la maison dans laquelle tu vis, elle est à la fois extérieure et intérieure, et il y a des correspondances. Par exemple, si tu regardes le feu à l'extérieur, tu vas voir l'homme. Par rapport à la plupart des animaux, l'homme il se tient debout. Il est comme le feu. Le feu, c'est l'élément vertical. Tu peux le mettre dans n'importe quelle position, la flamme, elle va toujours chercher à être droite. Et tu vas voir l'homme, le propre de l'homme, c'est la pensée. Le propre de l'animal, c'est les sentiments. Les animaux sont des êtres qui ont des émotions et des sentiments très intenses, agréables ou désagréables. Et en général, souvent, ils ont un sentiment à la fois. Ils sont beaucoup moins comme l'homme avec des ambiguïtés, des ambivalences, des conflits. Ils ont souvent un sentiment. Plus ou moins, il y a des animaux plus ou moins complexes. Mais en général, les animaux, c'est vraiment des êtres de sentiments très très forts. Les végétaux, bien sûr, ils ont une force de désir que n'ont pas les minéraux. Vous voyez, les minéraux, ils sont comme à l'horizontale, ils ne bougent pas vraiment, ils bougent très lentement. Vous voyez la différence avec une graine, vous mettez une graine, elle veut absolument germer. Puis vous avez vu comme les plantes cherchent la lumière. Les plantes, ce sont des êtres de désir. Elles ne vivent que dans des désirs. Elles n'ont pas de sentiments. Ce sont les animaux qui ont des sentiments. Les animaux, ils sont comme les minéraux, ils font des choses, ils ont des envies, et ils ont des sentiments. Et les humains, nous, on a les quatre. On fait des choses, on pose des actes, on a des envies, on a des émotions, et on a des pensées. En tout cas, des fois on essaye, puis des fois on aimerait s'en débarrasser, puis des fois on va en thérapie, ou on prend des médicaments. Alors, ici, tu peux dire que par exemple, tu as une vie, dans ta vie à toi, ce qui fait partie aussi de ta maison, donc de ton écosystème dans ta vie, c'est une vie culturelle. Alors que tu en es ou pas, tu es dans une culture. Tu as une vie culturelle. Ici, tu as une vie sociale. Il faut socialiser les médias sociaux qui sont en train de remplacer nos sentiments. On a des émotions via Facebook maintenant. On a des petites émotions. On a de moins en moins d'émotions en direct, en contact direct. Tu as une vie sociale, tu as une vie économique, au sens large du terme, des échanges, et puis tu as une vie quotidienne.
Ces 4 aspects de ta vie forment également ta maison, ton environnement global, ta biosphère. Vous savez, la biosphère. Donc la biosphère, elle est constituée de la lithosphère, c'est-à-dire les minéraux, la sphère des plantes, de tout ce qui est vivant, les organismes vivants, et puis aussi l'atmosphère. Tout ça, ça forme la biosphère. Donc à l'intérieur de toi aussi, tu as tous ces aspects de ta vie. Ta vie culturelle, ta vie sociale, ta vie économique, ta vie quotidienne font partie de ton écosystème. Si tu as des manques, tu as un écosystème qui est déséquilibré. Par exemple, tu peux avoir le sentiment de manquer de vie sociale. Tu manques de lien social. Tu manques par exemple de relations. C'est un manque à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans ton... D'ailleurs, vous avez ici une roue médecine essénienne. Ça veut dire que si tu as des manques dans ta vie, des aspects qui sont moins forts ou qui sont malades, qui sont en déséquilibre, tu peux les mettre en relation avec des choses à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Si c'est ta vie sociale qui est problématique, ça veut dire que c'est au niveau de tes sentiments qu'il y a un problème, c'est au niveau de ta relation avec les animaux et avec l'animalité à l'intérieur de toi que tu as un problème, et c'est au niveau de l'air que tu as un problème et un déséquilibre. Soit dit en passant. Là, je vais mettre les sens aussi. Le propre de l'homme, c'est le sens du sacré. Ici, tu as le sens de l'orientation. Alors, le sens de l'orientation, c'est tellement le propre de la nature animale. Les animaux, ils savent s'orienter. Est-ce que toi, tu sais t'orienter dans ta vie? Est-ce qu'à des moments donnés, tu t'es complètement planté de chemin? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu le sais? Avec ton pif, comme les chiens, le matin, ils sortent de la maison. On dirait qu'ils prennent la température de voir qu'est-ce qui se passe dehors. Est-ce que tu le sais où tu vas? Est-ce que tu es comme les citelles? C'est des oiseaux incroyables qui sont capables de faire pôle Nord, pôle Sud. Ils font ça toute leur vie, pôle Nord, pôle Sud. Tu te rends compte? Et quand ils arrivent au pôle Sud, ils reviennent exactement au même endroit. Alors qu'ils volent à des sacrées altitudes. Est-ce que toi, tu as ce sens à l'intérieur de toi? Si tu ne l'as pas, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de tes sentiments, ta nature animale, ton rapport avec les animaux, ton rapport avec l'air, ta vie sociale. Tu es en train de te planter dans ta vie sociale, tu es désorienté. Alors, au niveau l'eau, végétale, les désirs, la vie économique, ici on a le sens de l'amour. Puis ici, on a le sens de la conscience. Alors vous voyez, la conscience, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de très grand, très haut, c'est la conscience. Parce que des fois, on voit nos gouvernements qui sont en réunion, puis on dit, la conscience, ça doit être très très difficile à atteindre, vu que même eux, ils en ont pas. C'est ça. Donc on peut avoir l'impression que c'est quasiment cosmique, c'est quasiment dans les étoiles. Mais vous voyez ici, c'est au niveau de ta vie quotidienne, de tes actes, du monde minéral, de la terre. La conscience, elle est là. La vraie conscience, elle est là. Et justement, c'est intéressant parce que regarde justement les gouvernants, tout ça, les gouvernements parler, ils ne font que parler, ils ne sont pas du tout dans la réalité. Ici, on dit sur le plancher des vaches, j'aime bien cette expression. Parce que c'est là que ça se passe, la conscience, puis c'est là que tu peux évaluer quelqu'un. Dans le vif du sujet, dans le vif de l'action, comment il va se comporter. Est-ce qu'il incarne ce qu'il croit? Est-ce que les bottines suivent les babines? Je prends des cours intensifs. Est-ce qu'il joint le geste à la parole ou pas? Donc la conscience, elle se trouve au niveau minéral. Elle est là, la conscience. Tant que tu crois quelque chose, que tu dis quelque chose, que tu sais quelque chose, que tu sens quelque chose, que tu veux quelque chose, tu n'es pas dans la conscience. Tu es en préparation. Quand tu fais quelque chose, tu es dans la conscience. Et oui. Donc c'est là aujourd'hui, on est le 22 avril, c'est la journée de la Terre. C'est la journée de l'action. En tout cas, c'est le monde qui a créé une journée pour sensibiliser les... Alors si tu regardes un autochtone,
un autochtone, pas dans le sens de ici un Amérindien. Un autochtone, ça veut dire quelqu'un qui est de la terre. Alors, si tu es né ici au Québec, officiellement, tu peux te considérer autochtone parce que tu es né et puis tu habites toujours dans le même pays. Bon, je parle pas de cette façon-là, je parle de quelqu'un qui est relié à la terre. Il est où? Il est ici. Il est en accord avec les 4 éléments, avec les 4 règnes, avec sa vie intérieure. Tous les aspects de sa vie intérieure sont cohérents. Et dans l'espace et dans le temps, il est au bon endroit, au bon moment, et il fonctionne en harmonie avec tout un monde autour de lui. Il est écologique, parce qu'il a une connaissance de sa maison. Pourtant, il n'a pas vu d'experts internationaux, de l'ONU et tout ça. Hein. Il n'a pas vu de scientifiques, de PhD, de docteurs en sciences de la Terre ou je sais pas quoi, mais il est absolument écologique. Il ne va rien faire qui déséquilibre. Rien. Vous voyez, quand on a plusieurs fois, les Européens, ils ont fait cette expérience d'explorer le monde et d'arriver dans des pays où des gens vivaient là depuis des milliers d'années, et ils ont trouvé des sociétés parfaitement fonctionnelles, qui n'avaient pas les problèmes religieux, politiques qu'on avait en Europe. Il n'y avait pas de chaos, de guerre et tout ça. Ils vivaient simplement en harmonie, en écologie avec leur environnement, intérieur et extérieur. Donc avec cette roue, ce que vous voyez, c'est qu'il doit nécessairement y avoir une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a un moment dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on raconte que Moïse arrive au sommet d'une montagne. Hein, il a fui l'Égypte, et puis il a rencontré un initiateur en Afrique, dans les monts en Éthiopie. Il est remonté le Nil, il est remonté aux sources. Et au sommet d'une montagne, il voit le fameux buisson ardent. Bon, ça veut rien dire un buisson ardent. Dans le fond, il a vu un être extraordinaire qui était comme en feu. C'est pas en feu physique, mais qui était comme une lumière. Et il lui a demandé qui il était. Et il lui dit, je suis celui qui est. Donc ça veut dire quoi? Je suis celui qui existe. Je suis celui qui est. Ça veut dire quoi pour Moïse? Ça veut dire, tu n'existes pas. Parce que sinon Moïse aurait été lui-même un buisson ardent. Donc Moïse a vu quelqu'un qui n'était pas comme lui. Et celui qui est différent lui dit, moi j'existe. Donc Moïse n'existe pas. Il n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas ici, au centre. Il n'est pas posé. Avec la montagne, le ciel, il n'est pas là. Il est probablement dans des souffrances intérieures, des difficultés, des méditations, il se pose des questions, ok? Alors qu'il rencontre un être qui est posé et qui existe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit une chose, il lui dit « Enlève tes chaussures parce que la terre est sainte, elle est sacrée. » Donc Moïse fait une expérience d'écologie intérieure au sommet de la montagne. Il y a 4000 ans. Moïse fait une expérience d'écologie intérieure. Il se cassait la tête, probablement, il se posait plein de questions. Il rencontre un être qui existe. Il lui dit, comment tu t'appelles? J'existe. Il n'a même pas de nom. Il existe, c'est tout. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Enlève tes chaussures. Parce que la terre est sacrée. Il lui dit juste ça. C'est hyper simple, non? Donc ça veut dire que les choses sont beaucoup plus simples qu'on pense. Il lui dit, alors ça veut dire quoi les chaussures? Les chaussures, c'est ce qui te sépare du sol. Qu'est-ce qui te sépare de la terre? Toi, est-ce que tu as enlevé tes sandales? Est-ce que tu enlèves tes chaussures? Est-ce que tu es posé sur la terre? Parce que Moïse, c'était pas n'importe qui quand même. Il avait un sacré cheminement et tout ça. Il se posait beaucoup de questions. Il avait fait plein d'expériences. Il avait été initié à plein de choses. Et parvenu au sommet de la montagne, on lui dit ça. Alors, vous voyez sur la Terre, chaque créature joue son rôle. Par exemple, la Terre, elle est sous nos pieds et puis elle bouge pas. Hein, vous levez pas le matin en disant j'espère que le sol sera encore là, je suis pas certain, parce que la Terre a peut-être changé d'avis. La Terre, elle fait quelque chose, puis elle le fait. Et oui, mais l'eau, elle coule. Quand vous la versez, elle coule. Vous vous dites pas oh là là, j'espère qu'elle va pas remonter dans l'autre sens avec mon verre. Vous la versez, elle coule toujours.
Elle fait toujours la même chose. Elle fait ce qu'elle doit faire. Hein? Quand vous respirez, vous vous dites pas « J'espère que demain, l'air sera encore là. Hein ». Non, l'air est toujours là pour vous. Toujours. C'est une stabilité. Hein? Le feu, il est toujours là. Les minéraux, vous posez votre magnifique cristal le soir, quand vous vous levez le matin, vous vous dites pas « Mon Dieu, j'espère qu'il s'est pas enfui dans la nuit. » Ben non, mais... Ben oui, mais on rigole, mais il est toujours là. Non? Vous plantez des tomates. Est-ce que c'est des tomates qui poussent? Vous vous posez même pas la question. C'est nécessairement des tomates, puis la variété que vous avez choisie en plus. Si vous êtes plus chanceux que moi, parce que moi, j'y arrive pas vraiment. Je suis pas très bon. En tout cas, vous plantez un pommier, il donne des pommes, non? Il va pas se dire « Oh, ben c'est parce que là, tu comprends, j'ai changé d'avis, j'aimerais essayer, voir si je peux faire des fraises. » Les animaux, c'est pareil. Le problème, il est où? Il est au niveau des humains, vous trouvez pas? Les humains, on peut pas être certain de ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. La preuve, c'est que vous-même, vous pouvez vous dire j'espère qu'il va pas changer d'avis, j'espère qu'il va m'aimer encore demain, j'espère que... Hein, on est incertains les uns des autres, et nous-mêmes, on est extrêmement instables, on est changeants. Donc le problème, dans l'écologie, dans la grande sphère de la création, c'est l'humain, parce qu'il est instable, changeant. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Il doit penser. Il doit avoir une vie culturelle, il doit avoir le sens du sacré, parce que c'est son job. C'est sa job à faire dans toute la création. Il a juste ça à faire, mais il doit le faire. Les animaux comptent sur nous, les plantes comptent sur nous, les minéraux comptent sur nous. Ça, c'est quelque chose que vous disent les Esséniens, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'homme, c'est pas un détail sur la Terre. On pourrait croire qu'on a juste enlevé les humains, puis la Terre, elle va être mieux sans nous. Peut-être, mais on va manquer. On a quelque chose à faire sur Terre, nous. On a un rôle à jouer. On fait partie du tout. Alors, comment ça se passe? C'est vraiment hyper simple. Vous avez un homme, une femme qui est ici. Il est posé ici. Et il voit une fleur. En tout cas, pas au mois d'avril au Québec, mais mettons, au mois de juillet. Donc, le monde minéral est là, hein, la Terre, elle est là. Le monde végétal, le monde minéral est dans l'humain, sous la forme de sa vie quotidienne, de ses actes. Le monde végétal est à l'intérieur de l'homme aussi, sous forme de sa volonté, hein, ici, de son sens de l'amour, de sa vie économique, c'est à l'intérieur. Par contre, la plante, elle n'a pas de monde animal, elle est juste un végétal. Donc quand elle voit l'homme, c'est l'homme son monde animal aussi. Donc ici, le monde animal, il est à l'intérieur de l'homme, par exemple, des sentiments. La fleur n'a pas de sentiments, elle a juste une volonté. L'homme doit avoir des sentiments. Et la pensée, bien sûr. L'homme regarde la fleur. Toi, tu regardes un arbre. Ça te fait quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Hein? Toi, tu es là, tu es un humain. Tu regardes une plante, qu'est-ce qui se passe dans ta roue? À l'intérieur de ton écosystème? Souvent, il ne se passe rien. T'as pas de pensée, t'as pas de sentiment particulier. Ce que tu devrais pouvoir vivre, c'est que quand tu vois une fleur, la fleur apparaît à l'intérieur de toi, ici. La fleur apparaît, et par ta pensée et ta conscience, tu fais résonner la fleur jusque dans les étoiles, parce que c'est toi qui peux amener la fleur dans le monde des pensées. Vous savez, quand vous lisez des belles poésies, par exemple, quand vous avez des morceaux de musique qui ont été composés tellement beaux, c'est des inspirations, les artistes, ils ont vu une fleur, ils ont vu une femme, ils ont vu un paysage, et ils ont transformé ça en mots, en peinture, en musique. Hein, vous connaissez ces choses-là. Ils ont écrit des textes qui nous touchent, ils ont écrit des mélodies extraordinaires. La 9e de Beethoven, Freude, la joie. Freude, schöne Götterfunken. La joie. Il a été empli par la joie, Beethoven, et il a composé cette musique extraordinaire qu'on joue dans le monde entier depuis 200 ans presque. D'accord? Parce qu'il a vu la joie. Il a peut-être vu la joie avec une abeille et une fleur. Hein. Il a peut-être vu une coccinelle.
il a eu un sentiment de joie et il l'a fait monter dans sa pensée jusque dans la conscience et il a créé une œuvre d'art. Ça, c'est le travail de l'homme, c'est le rôle de l'homme, c'est la responsabilité de l'homme. Si l'homme ne fait pas ça, il brise la roue. Il casse l'écosystème global mondial, il ne fait pas sa part et il plonge tous les autres règnes dans le chaos. Pourquoi ? Parce que si tu ne relis pas la fleur par le sens du sacré, par ta vie culturelle, par ta pensée, la fleur n'a pas un sens, un grand sens. À ce moment-là, la fleur, qu'est-ce qu'elle est ? Tu crées une cassure ici au-dessus d'elle, et ici en dessous, et tu dis « Oh, une fleur, je pourrais la modifier en laboratoire, je vais en faire des violettes, parce qu'elle est rose, mais violet, ça marche mieux en ce moment, et je vais la vendre, je vais aussi augmenter sa taille, et je vais faire qu'elle dure beaucoup plus longtemps, la floraison. Et à ce moment-là, la fleur devient un objet, et tu l'exploites et tu l'utilises. Elle devient ton chien, ton esclave. Et tu vas faire ça avec les animaux, non ? La vache, vous allez à Wall Street, là, il y a des cours de la vache. Hein. Il y a des cours économiques. Non mais c'est horrible. Hein. Vous imaginez, il y aurait le cours économique de la femme. La femme est à tant de la tonne en ce moment. Non mais... Mais la vache, c'est à la tonne. Hein. C'est parce que on les met ensemble dans un grand outil, là, une grande machine, puis on soulève, puis on balance ça dans des contenants, puis... Et oui. Mais regardez, ça nous choque. La vache, ça nous choque pas vraiment. On fait ça avec l'eau, la terre. La terre, c'est une ressource. Hein. C'est des hectares, des acres. Hein. C'est des acres de terre. On les a délimités, puis c'est à nous. Puis on fait ce qu'on veut avec. Non ? Le bois, c'est au mètre cube, au pied cube, peu importe. Donc, on a transformé notre environnement en ressources parce qu'on ne fait plus notre travail. On a brisé la roue. On a cassé. Et le pire dans tout ça, c'est que l'homme se donne bonne conscience aujourd'hui en disant que, comme il a cassé cette roue, il est en train de créer du chaos, il est en train de détruire, de créer des maladies. Bon, je ne vais pas vous raconter l'écologie actuelle, vous avez juste à vous renseigner, vous savez ce qui se passe. Il dit, bon, comme je suis quand même très intelligent, et que les études scientifiques ont montré que le trou de la couche d'ozone, puis le réchauffement climatique à terme avec le CO2 et tout ça, je vais créer des lois, il faut enseigner l'écologie aux enfants, il faut créer une journée de la Terre pour sensibiliser les autres hommes, et on va faire de l'écologie pour sauver la plante. On doit sauver la plante, on doit sauver la planète. Donc non seulement l'homme a tout cassé, il fait plus son travail, il joue plus son rôle, mais en plus, par charité chrétienne, il va sauver la planète parce que la pauvre, elle a besoin de lui. Donc vous voyez comment, non seulement on est irresponsable, on est immature, on est ignorant, et en plus, on se croit supérieur à la Terre, à la biosphère tout entière, aux animaux. On est supérieur à tout, aux rochers, aux arbres. Parce que si on veut, on peut les détruire. Donc comme on peut les détruire, ça veut dire qu'on est supérieur. Vous vous souvenez de l'époque, dans les années 70, où on nous a dit on a tellement de bombes nucléaires qu'on pourrait détruire la planète plusieurs fois. Vous vous en souvenez ? Quelque part, il y en a plein qui se régalaient de nous dire ça. Ils disaient « Ah, vous vous rendez compte la puissance qu'on a atteint ? On a un frisson, on pourrait détruire la planète. Ça veut dire qu'on est supérieur à la planète. Hein ? Mais bon, il faut pas le faire quand même, c'est mal. On veut la paix, donc. Donc du coup, on se met à vouloir des choses qui sont notre travail, notre responsabilité. Bon, par charité, ok, on veut bien faire un peu d'écologie pour limiter les dégâts. Mais on ne va toujours pas faire notre part. Et tant qu'on ne la fait pas, les animaux, les plantes, les pierres sont dans l'obscurité et la souffrance. Toi, si tu étais dans les mains de quelqu'un, tu voudrais qu'il dise... Hein, il a un couteau au-dessus de toi, et puis toi, tu es attaché sur c'est un serial killer. Hein. Et oui, tu vois qu'il a déjà assassiné plusieurs personnes avant toi, et puis il dit, je pourrais, hein, mais je le fais pas parce que c'est mal. Mais il te garde quand même attaché, et puis il reste quand même comme ça. On fait ça avec la nature.
on ne la libère pas, on lui redonne pas sa vraie place, on se repose pas debout, la tête dans le ciel, les pieds sur la terre, on le fait pas. On la garde, le pistolet sur la tempe. On dit aux vaches qu'il faut qu'elles produisent encore plus de lait. Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, tu comprends? Donc si on modifie génétiquement les vaches et le soya qui les nourrit, on va réussir à produire plus de lait, on va pouvoir envoyer du lait pour les pauvres enfants africains qui meurent de faim. Donc il faut que tu travailles plus parce que tu ne travailles pas assez. Mais on va essayer de le faire écologique. Donc on crée à Lennoxville un centre qui étudie les gaz à effet de serre que renvoient les vaches lorsqu'elles ont des ballonnements. Et on étudie la variété de soya qui est la plus écologique. Je vous signale que c'est avec vos impôts, au nom de l'écologie, qu'on enferme des porcs et des vaches dans des hangars en leur faisant des expériences atroces toute la journée pour sauver la planète. Parce qu'il y a trop de gaz à effet de serre dans les élevages animaux. Donc, pour le regard essénien, c'est un monde complètement absurde. Et les choses sont beaucoup plus simples que ça. Avant de faire quelque chose à l'extérieur, n'oublie jamais que tu l'as déjà fait à l'intérieur de toi. Ça, c'est la grande leçon. Je prends des vieilles références bibliques. Dans la Genèse, on remonte beaucoup plus loin que Moïse. Abel et Caïn. Adam et Ève, vous vous souvenez, ils étaient au paradis. Ève, la pauvre cruche, a croqué une pomme, fait qu'ils ont été renvoyés du loyer parce qu'ils n'avaient pas payé tout ça. Et puis, ils ont 2 enfants. Ils ont Caïn, le fils aîné, et Abel, le deuxième. Et puis, ils font tous les deux une offrande à Dieu. Dieu préfère l'offrande d'Abel, donc Caïn est jaloux et il tue Abel. Abel et Caïn, ça veut dire quoi? Donc Caïn, c'est le premier enfant d'Adam et Ève. Caïn, ça veut dire faire. Caïn, c'est faire, c'est agir. On pourrait mettre cette... il veut, Caïn, il veut et il agit. Ça, c'est Caïn. Abel, il pense et il aime. Tu sais, il pense, il est dans les sentiments. Caïn a tué Abel. Ça veut dire que les humains ont préféré vouloir et agir que penser et sentir. C'est à l'intérieur de nous, hein, ces 2 moitiés-là. Ce sont des choses à l'intérieur. Il y a une partie qui a pris le contrôle sur l'autre. Abel a été la première victime d'un meurtre dans l'humanité. Et Caïn, c'est le premier meurtrier. Et tous les humains sont des descendants de Caïn. Ça veut dire que l'humanité fait et veut des choses et qu'elle détruit au passage. Vous regardez dans ces vieux textes, il y a beaucoup d'idées importantes qu'on pourrait reprendre. Ça a été un petit peu mal interprété, mais... Donc vous voyez cet aborigène ou cet autochtone, hein, cet homme qui vit dans la nature. À quoi il pense? À quoi il pense? Il pense avec le feu. Il pense avec les montagnes. Parce que tout ce qui vient vers lui, c'est la nature. Il voit une fleur et il se met à penser. Donc ses pensées viennent de la nature. Qu'est-ce qu'il a comme sentiment? Il a des sentiments qui lui viennent de la nature. Il n'a rien d'artificiel. Rien. Donc tout ce qu'il pense, c'est naturellement en harmonie. Et nous, comme on vit dans un monde artificiel, on a des pensées artificielles, on a des sentiments artificiels, on a des désirs artificiels que les publicitaires nourrissent beaucoup. Hein, il y a beaucoup de publicité pour nous faire vouloir la nouvelle auto, le nouveau shampoing, le nouveau... tout ça. Donc quand on est dans un écosystème, à l'intérieur, il n'y a rien d'artificiel et du coup, on ne fait rien d'artificiel à l'extérieur. Si tu as rien d'artificiel à l'intérieur, tu vas faire uniquement des choses naturelles. Non? Tu n'auras même pas l'idée de quelque chose d'artificiel. Tu n'auras pas le sentiment de faire quelque chose de mal, de déséquilibrant. Tu n'auras même pas le sentiment de l'avoir. C'est pour ça que souvent les autochtones dans tous les pays, ils ont été choqués quand ils ont vu les Européens débarquer parce qu'ils les trouvaient extrêmement violents, agressifs, ils voulaient les convertir à leur religion et tout ça, ils ne comprenaient pas. Ça ne veut pas dire que c'était des anges eux-mêmes, mais ils étaient extrêmement plus reliés à la nature que les Européens. Donc, ils étaient... Vous voyez, en Amérique du Nord, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais en Amérique du Nord, il y a des grands courants d'énergie très très importants. Il y a les montagnes rocheuses et la cordillère des Andes. C'est des grandes chaînes de montagnes verticales. D'accord? Il y a des courants telluriques très très importants en Amérique du Nord.
Et c'est pas un hasard si pendant longtemps les Blancs n'y sont pas venus, parce que ce sont des terres dangereuses, qui éveillent des choses à l'intérieur de l'homme. Et ces grands courants telluriques, ils étaient équilibrés en permanence par les bisons. Les migrations d'oiseaux, les migrations du monarque, le papillon qui est en train de disparaître, hein, toutes ces choses-là, les circulations d'animaux, ce sont des grands équilibrants de la vie de la Terre. Ils équilibrent les émotions. Hein, les animaux, ils sont ici, les sentiments. Ils sont dans le monde de l'air. Ils équilibrent les choses. C'est très important. Quand Buffalo Bill est arrivé, ils ont assassiné à coups de fusil des millions de bisons qui parcouraient les plaines parce que ça gênait la construction des chemins de fer et les fermiers et tout ça. Je comprends leur point de vue, c'est sûr. Tu sais, ils étaient là puis ils se disaient, il y a des millions de bisons qui servent à rien. Ils ne servent à rien puisqu'ils sont pas pris dans des enclos. Ils ne me servent pas, ils ne me sont d'aucune utilité. Ils sont là pour rien. Donc on les a assassinés. Vous avez des photos, on voit des pyramides de squelettes, de crânes. Alors qu'en fait, ces bisons faisaient un travail très très important d'équilibrage des forces dans toute l'Amérique du Nord. À partir du moment où ils les ont tués, la violence a commencé à augmenter sur ces terres. La violence, de la violence, de la violence. Et aujourd'hui, vous avez les États-Unis d'Amérique. Plus d'armes que d'habitants. Et des choses qu'on n'a jamais vues nulle part avant, dans l'histoire de l'humanité, qui se produisent là. Et ce pays-là génère cette violence dans le monde entier, et va provoquer de la violence dans le monde entier. Donc vous voyez comment on est complètement interdépendants, en tuant les animaux qui faisaient un travail, parce que les humains ne font plus leur boulot, ils ont tué les animaux. On a une vie sociale aux États-Unis pourrie. La vie sociale aux États-Unis est pourrie et malade. Puisqu'on rentre dans une école, puis on assassine tout le monde comme ça. Et qu'il y a un nombre d'homicides par an absolument effroyable. Ce pays a perdu son sens de l'orientation. C'était les bisons qui orientaient toutes les énergies des humains qui vivaient là. On les a perdus. Et aujourd'hui, quand on est en train de perdre les monarques, parce que leur migration est en train de se diminuer de plus en plus, parce qu'il n'y a pas les bonnes plantes ici en Amérique du Nord, eh bien on est en train de perdre quelque chose. Mais c'est beaucoup plus grave que juste la pollinisation. Quand vous regardez des émissions d'écologie, ils vont vous parler toujours de notre intérêt à nous. Hein, parce que la pollinisation dans les champs dans les vergers de pommes, elle diminue parce qu'il y a moins d'abeilles. Vous vous rendez compte ? On se préoccupe des abeilles parce qu'il y a moins de production agricole. Mais dans le fond, on s'en fout complètement des abeilles. On s'en fout. On se dit, Monsanto, ils vont bien inventer un moustique pollinisateur un jour. Non. Et on va même le subventionner. Ben oui. Ben oui. Dans la Silicon Valley, ils vont nous inventer quelque chose de mieux parce que les abeilles, c'est imparfait. Ça supporte pas le Roundup, là, le glyphosate. Glyphosate, c'est plate. Donc on se préoccupe de la nature quand ça nous intéresse, quand ça nous met en danger. Mais moi je vous dis qu'avec la disparition du monarque, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se perdre. Qui va se perdre. Parce qu'il y a des sentiments humains qui vont disparaître. Le bison était porteur de certains sentiments à l'intérieur de l'homme, et en le détruisant, on a perdu ces sentiments et on ne va plus les retrouver. Parce que c'est lui qui le portait. Et même si on sauve 4 bisons sur Terre qu'on garde dans des zoos à vie, parce qu'on fait des manipulations génétiques et ils sont immortels, c'est fini. Parce que ce qui faisait vivre le bison, c'était les grandes migrations, les plaines à perte de vue, le grand ciel bleu et l'herbe sous ses pieds. C'est ce qui faisait vivre ce sentiment à l'intérieur du bison. Ça disparaît. Donc quand on vous parle d'espèces en voie de disparition, c'est des choses à l'intérieur de nous. Vous ne trouvez pas qu'il y a des sentiments qui se perdent aujourd'hui ? Attendez 20 ans que la génération Facebook soit des parents et tout ça, vous allez voir, ça va être effrayant. Effrayant. Notre vie sociale, vous ne trouvez pas qu'elle a perdu ? Il y a des choses qu'on ne fait plus dans notre vie sociale. Les veillées, ça ne se fait plus. La musique à cuillère, les ceintures à flèches, ça disparaît. Ben oui, mais vous rigolez. Vous verrez, quand moi je viens d'un pays complètement détruit, j'ai 200 ans d'avance sur vous. Je viens du futur, je vous parle. Non, mais je rigole qu'à moitié. Hein.
Je viens du futur. Je vous parle de votre futur. Puis pas dans 200 ans. Ça va être plus rapide que ça parce que plus ça arrive ailleurs, plus après les processus sont rapides. Bien. Oui. C'est parce que tu parlais de vision, là, qu'il y en a de moins en moins, tout ça, mais j'imagine que la quantité d'animal génère aussi... Alors exactement, c'est pour ça que je vous disais que même si on garde 4 bisons, hein, on garde des pandas en Chine, on fait les fécondations in vitro et tout ça, mais c'est le nombre, c'est la disposition, c'est leur mode de vie il suffit pas d'en garder quelques-uns pour la biodiversité, c'est un mythe, ça c'est un mythe absolu, c'est pour nous rassurer. Mais non, ça disparaît absolument pour de vrai. Vous savez, la forêt tropicale est très trompeuse. Moi, j'habitais en Afrique sur l'équateur. Ça pousse à une vitesse effrayante. Hein, les plantes là-bas, tu prends un bout de bois, tu le mets dans une bouteille en plastique, tu le poses par terre, ça pousse. Et ça fait une forêt. C'est incroyable. Sauf que pour faire une vraie forêt tropicale mature, il faut au minimum 700 ans. Avant, quand on a commencé à couper, on trouvait que ça repoussait tellement vite qu'on se disait qu'on n'avait pas à s'inquiéter parce que de toute façon, ça repoussait très vite. Puis récemment, on s'est aperçu qu'en fait, c'est très très complexe une forêt, il y a beaucoup d'interactions. Il faut 700 ans minimum pour reconstituer juste le terrain d'origine. 700, c'est long quand même. Hein. Mais le fait qu'il y a tant d'animaux, là, pour les vaches, tout ça, qu'on a des milliards de vaches. Puis Alors les vaches, par exemple. Qu'est-ce que ça fait au niveau des sentiments? Les vaches, elles ne sont... Alors, vous savez que si vous faites couver des œufs dans un incubateur électrique avec une ampoule, hein, vous mettez des œufs fécondés, ils sont dans un incubateur qui tourne les œufs, les poussins qui naissent seront incapables d'avoir des œufs, d'avoir des poussins. Ils seront capables biologiquement, ils peuvent être fécondés par un coq, avoir des petits poussins, mais ces poules ne savent plus, elles voient des œufs, elles ne savent pas les couver. Ça s'est perdu en une fois, une génération. Elles ont perdu le sens de quoi faire. Elles ne savent pas s'asseoir sur un œuf, le couver. Après, elles voient des poussins, elles ne savent pas quoi faire. Elles sont nées en couveuse, elles ont perdu le sens. Les vaches aujourd'hui, ici, sont à 99% conçues artificiellement, par des inséminations artificielles de variétés génétiquement suivies et sélectionnées. Et quand elles naissent, on leur enlève leurs cornes. Pourquoi les vaches ont des cornes? C'est ce que disent les Esséniens. C'est parce qu'avec leurs cornes, il y a quelque chose qui se passe avec le ciel et les étoiles. Elles ont une connexion particulière et avec leurs pattes, elles ont une connexion particulière avec l'herbe. En tout cas, elles font un travail, elles jouent un rôle à l'intérieur de nous. Et quand tu vois une vache, tu as l'incarnation de l'amour. Elle donne du lait à un petit veau, elle est en état d'amour. Une vache, c'est un être de pur amour, elle est douce, elle est patiente, elle est tranquille. C'est un être d'amour. En détruisant les vaches, ou plutôt en les exploitant, on se met à faire du sentiment de l'amour chez les humains quelque chose une source de revenus. Quelque chose qu'on peut exploiter, quelque chose qu'on peut transformer, qu'on peut abuser. Et plus on va faire ça, plus il y aura une destruction des familles, une destruction du lien mère-enfant. De plus en plus, les femmes ne sauront plus comment élever leur enfant. Donc elles auront besoin de Ritalin à planche pour contrôler leur enfant. Elles auront besoin de pilules pour les contrôler. Elles ne sauront plus leur transmettre de sentiments, de petites chansons, de contes, d'histoires. Plus rien. De plus en plus, on va avoir une perte de ça. Et la femme, dans son aspect maternel, est en train de disparaître. Donc c'est extrêmement relié ce qu'on fait à notre environnement et ce qu'on fait à l'intérieur de nous. Alors vous voyez, après on utilise des mots. Mais nous, on est absent d'ici. Hein. On ne fait plus partie de cet écosystème. Par contre, on va dire l'océan, la vie marine, la biodiversité, on va dire la protection de la faune sauvage. Mais la faune sauvage, à partir du moment où tu dis la faune sauvage, ça veut dire que tu es séparé. Lui, là, il dit faune sauvage. C'est pas un autochtone qui marche dans la nature en connexion avec son environnement. C'est quelqu'un qui se considère comme extérieur à la nature et qui dit ça, c'est la faune sauvage. Mais ça veut dire que c'est l'autre. C'est comme quand tu étais français, tu débarquais en Afrique et tu dis les Noirs. C'est comme l'autre. Hein, il faut les christianiser.
les noirs, les autres. Ça veut dire que tu ne sens pas à l'intérieur de toi qu'on est les mêmes et qu'on est sur la même planète. Tu n'as pas ce sentiment-là. Donc quand tu dis, lui là, c'est VVF. Hein, la VVF avec son petit logo de panda. La Société de protection de la faune sauvage mondiale. C'est un grand, lui il a écrit des livres, il a plusieurs doctorats en protection de l'environnement, en zoologie et tout ça. Et il dit, la faune sauvage. Il voit un ours et il le sent pas à l'intérieur de lui, l'ours. Ça veut rien dire. Il voit un panda, il sait pas où est le panda. Si toi tu ne sais pas où est le panda en toi, tu ne connais pas le panda. Tu n'as rien à dire sur le panda, ne t'en occupe pas, laisse-le tranquille. Si tu dis, mon satellite, ma petite puce que je vais lui implanter et mes livres vont m'aider à comprendre le panda, ou le chimpanzé, ou le gorille, tu te trompes complètement. On nous a montré des films avec des gens qui voulaient sauver les gorilles dans la brume. Vous vous souvenez? Puis qui ont été assassinés parce qu'ils voulaient les sauver des trafiquants. Mais c'était encore des étrangers. Ils arrivaient comme sur une autre planète avec un scaphandre, et ils se plantaient dans la forêt, et ils regardaient les gorilles et les chimpanzés comme quelqu'un d'autre. Ils essayaient avec une très bonne volonté de comprendre pour les sauver, mais c'était pas intérieur. La démarche écologique, elle commence à l'intérieur. Revenez au bon vieux classique. Enlève tes chaussures parce que la terre est sacrée. Elle n'est pas sacrée au Zimbabwe pour sauver les chimpanzés. Elle est sacrée là, ici. Si tu es incapable à l'intérieur de toi de sentir le sacré ici, là où tu habites, sur la terre où tu vis, alors tu le sentiras nulle part. Le sacré, il n'est pas ailleurs. Il est là où tu es. Est-ce que tu vois le sacré? Est-ce que tu vois l'érable dans toutes ses dimensions? Ou est-ce que tu prends juste, tu lui branches des tuyaux, puis avec une machine, tu lui suctionnes sa sève pour faire du sirop? Ou est-ce que tu le laisses couler vers toi et se donner à toi? C'est pas du tout la même dynamique, c'est pas la même attitude, du tout. Vous voyez la différence? Puis, toi, tu as grandi sur des terres de l'érable. Est-ce que toi-même, tu es un érable pour l'autre? Ici, c'est pas le Québec, c'est les terres de l'érable. C'est le pays de l'érable, on n'est pas au Québec ici, on est sur le pays de l'érable. C'est comme ça que ça devrait s'appeler. Et tu devrais, en tant qu'enfant de ce pays, avoir énormément de qualités propres à l'érable. Vous voyez les pays où il y a des oliviers, les gens vivent plus vieux, parce que l'olivier, c'est un arbre très très lent, qui t'apporte la longévité. Les humains qui vivent proches des oliviers prennent les qualités de l'olivier. Vous devriez être porteur des qualités de l'érable. Mais est-ce que vous savez ce que c'est les qualités de l'érable? Est-ce que vous avez fait apparaître l'érable à l'intérieur de vous? Vous l'avez vu? Est-ce qu'il vit dans votre cœur? Est-ce qu'il vit dans votre pensée? Ou est-ce qu'il y a un syndicat national des acériculteurs qui gère? Il gère la production et le stockage. Donc je vais finir là-dessus. Vous voyez que dans la vision essénienne, l'écologie commence à l'intérieur. Tu ne peux pas parler d'écologie si tu ne la vis pas à l'intérieur, si tu ne la comprends pas. Et tu as tout un travail à faire sur toi, de te rééduquer, de te former, reformer, de te recréer parce que tu as été créé en dehors de la terre, de la nature. Tu dois te recréer des liens, tu dois te refaire des racines, tu dois te refaire des branches, tu dois refaire pousser des feuilles pour respirer dans le vrai air. Tu dois redécouvrir qui tu es, tu dois redécouvrir la terre à l'intérieur de toi, les plantes doivent réapparaître à l'intérieur de toi, tu dois redevenir un homme ou une femme médicinal pour l'autre. Tu dois être un animal de compagnie pour l'autre. Tu dois avoir des beaux sentiments. Et surtout, méfie-toi de tes pensées. Parce que bien souvent, c'est tout un monde qu'on appelle les médias, qu'on appelle l'information, l'actualité, qui vit dans tes pensées, qui rentre et qui occupe tes pensées. Hein, tu penses à ce qui se passe, tu penses à ce qu'on t'a dit, tu penses à ce qu'on t'a expliqué. C'est que de la pollution, de la pollution. Vous avez déjà vu un pneu de voiture, quand on met le feu, ça fait une espèce de fumée noire, là, hein,
le caoutchouc, le plastique, ça, vous voyez l'odeur que ça a quand ça brûle là? C'est vraiment typique d'une substance artificielle qui brûle. Eh bien, toutes les pensées qu'on te fait penser sans arrêt, c'est comme de la fumée qui envahit tout ton monde. Méfie-toi de tes pensées parce que le propre de l'homme, c'est de penser. Il faut que tu aies des belles pensées qui sont reliées aux étoiles. Quand tu penses, demande-toi, est-ce que ma pensée fait du bien aux étoiles? Aux arbres, aux érables, aux coccinelles? Bon, pas du Japon, parce que celles-là, on les aime moins. Et oui, c'est ta responsabilité. T'as pas grand-chose à faire dans la vie. Par contre, t'as à faire ça si tu veux être un écologiste, pratiquer l'écologie réelle, c'est ça que tu dois faire. Laisse le monde parler de leur écologie. Ils sont en train de se compliquer la vie au maximum. Mais laisse-les faire, ça ne nous intéresse pas. Donc l'écologie commence à l'intérieur. C'est ce qu'on fait ici au centre essénien à Sherbrooke. On propose de se rééduquer, de se reformer, de se guérir, parce qu'il y a tout un travail de guérison et de reconnexion à faire. Et on apprend en fait à enlever nos sandales. C'est fou, hein? On apprend à enlever nos chaussures, tiens, c'est tout. Ça se résume à ça. Mais alors quel exercice, parce que je peux vous dire que la plupart d'entre nous, on en a même plusieurs l'une sur l'autre, puis bien les lacets bien serrés. Parce que t'as des chaussures dans tes pensées, t'as des chaussures dans ton cœur. Ta volonté, elle est pareille, et ta vie quotidienne, elle est... Donc on doit apprendre, et c'est ce qu'on fait ici. Ça vous a plu? Donc la prochaine fois qu'on vous dira journée de la Terre, c'est la Terre la vedette aujourd'hui, la star de la journée. Déjà juste, revenons un petit peu vers elle. Enlevons nos sandales. Parce qu'elle est sacrée, elle est sainte. Et regardez dans l'écologie, on ne vous parle jamais, jamais, jamais du sacré. Alors que dans le fond, c'est notre spécificité en tant que race, en tant qu'espèce sur la Terre. C'est ça notre devoir, notre travail. On ne nous en parle jamais. On nous parle de gestion économique. Alors on se met au travail. Bienvenue.